Vous venez de publier chez Pré Daniel Roswell, l'enquête qui change tout. Et je voudrais dire que, pour vous présenter, vous avez travaillé au Centre national d'études spatiales, à l'intérieur duquel il y a eu un organisme qui s'est appelé le GEPAN, Groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, dont vous avez été directeur. Vous êtes donc considéré aujourd'hui comme le connaisseur mondial de tout ce qui est objet volant non identifié. Et la question que je me pose, c'est quelle est la méthode que vous avez utilisée, parce que vous êtes un scientifique, vous êtes un ingénieur, quelle est la méthode que vous avez utilisée pour réaliser cet ouvrage? Et est-ce que cette méthode ressemble un peu à celle que vous avez utilisée dans vos enquêtes au GEPAN? Oui, alors tout à fait, mais il faut d'abord préciser quel est le GEPAN et quel est son rôle. Oui. En définitive, le GEPAN, s'il a été créé, c'est à la suite d'une demande qui a été formulée par le ministre de la Défense de l'époque, Monsieur Gallet, et qui demandait à ce qu'on puisse étudier certains phénomènes qui se déroulaient dans notre environnement aérospatial et pour lesquels on n'avait pas de réponse par rapport à la curiosité de ces événements. À partir de là, donc le GEPAN a été mis en place au sein du CNES. C'est une petite cellule qui comprenait donc quelques ingénieurs, techniciens et des secrétaires, et qui avait pour mission justement d'analyser ce qu'on appelle les phénomènes aérospatiaux non identifiés, c'est-à-dire les pannes. Et à partir de ce moment-là, on a mis au point une méthodologie basée sur la collecte des informations et leur traitement de manière rigoureuse et la plus scientifique possible. À partir de ce moment-là, on a collecté des informations qui arrivaient de la part de la gendarmerie nationale ainsi que de l'aviation civile et militaire. Ce qui nous a permis de collecter jusqu'à, d'ailleurs, je dirais jusqu'à aujourd'hui, plus de 6000 cas représentant des diverses situations, que ce soit des phénomènes de nature tout à fait identifiables, connus, météorologiques, artificiels, ou des phénomènes qui restent inexpliqués parce que la connaissance scientifique qu'on a de notre environnement ne permet pas de les identifier. C'est la raison d'être du GEPAN. Dans toutes vos investigations, on comprend que sur la planète, Roswell, c'est en Amérique, mais Valensole et Cussac, c'est en France. On comprend que ce sont des faits hors du commun parce que quelque part, il y a une possibilité de, entre guillemets, rencontre du troisième type. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce sont des faits hors du commun? Ben, ce sont des faits hors du commun parce qu'ils se produisent généralement dans des endroits isolés. Ensuite, il défie toutes les caractéristiques de ce qu'on a l'habitude de voir, à savoir qu'en ce qui concerne ces événements, ils défient souvent, par exemple, les lois de la gravité, puisque les objets qui sont observés sont en général de petits objets accompagnés de personnages et qu'ils apparaissent soudainement auprès de témoins et qu'ils disparaissent aussi soudainement. Le grand avantage qu'il y a eu avec le GEPAN, c'est de pouvoir mesurer, en définitive, physiquement, la présence de ces événements. Pourquoi physiquement? Parce que avec des capteurs, par exemple, comme des capteurs météorologiques, comme des capteurs, comme des caméras, comme des empreintes qui sont faites au sol par ces objets, on peut réussir à dire que ces phénomènes sortent du commun. Et en particulier parce que les témoignages sont tout à fait concordants avec ce qui a été observé. Alors vous-même, vous êtes allé sur le terrain, par exemple, à Valensole. Ah oui, Valensole représente, en ce qui me concerne, une des enquêtes les plus remarquables. Je précise que cette enquête de Valensole, elle a fait l'objet de 3 procès-verbaux de gendarmerie, ce qui est tout à fait exceptionnel parce qu'en règle générale, le témoin va vers la gendarmerie, explique son observation, et ensuite nous recevons le cas au niveau du GEPAN, et à ce moment-là, nous examinons cette affaire. Et dans certains cas, nous effectuons une enquête complémentaire de celle de la gendarmerie. D'une manière très synthétique, qu'est-ce qui s'est passé à Valensole? Alors, ce qui s'est passé à Valentine, c'est quelque chose d'assez ordinaire pour la personne qui se trouvait à cet endroit-là, puisque c'était un agriculteur qui cultivait de la lavande, et nous étions au mois de juillet.
1965 du reste. Et à cette époque-là, il faisait très chaud déjà. Cet homme travaillait vers 5h30, 6 heures du matin. Et il avait fait une petite pause derrière un cabanon. Et à ce moment-là, il entend un bruit. Il regarde en direction d'où venait ce bruit. Et là, il constate qu'il y a la présence dans son champ de lavande de ce qu'il croit être une voiture, une dauphine. Alors, il pense que ce sont des gens qui viennent lui voler ses plants de lavande. Et, et il se rapproche. Et là, à sa grande stupéfaction, il s'aperçoit que c'est pas une voiture dauphine, mais qu'en fait, c'est un espèce d'objet qui a la forme d'une soucoupe, avec autour de cet objet des petits personnages qui sont en train de regarder la lavande. Et ces personnages aperçoivent de la présence de cet agriculteur. À ce moment-là, ils se lèvent, ils sortent d'une sorte d'étui un tube qui va paralyser le témoin. Et ils vont remonter dans cet objet, et l'objet va partir dans le ciel en faisant un léger sifflement, et il va disparaître de son horizon. La personne va retrouver ses esprits au bout quand même de quelques, peut-être dizaines de minutes. Et il va descendre au village, voir ses amis au Café des Sports. Et là, il va leur expliquer que ça va pas du tout. Il leur raconte son histoire. Et au lieu de galéger comme Hmm, d'habitude le faux entre Marseillais, là, hmm. au contraire, ils vont prendre très au sérieux. Et à tel point, c'est qu'ils vont aller à la gendarmerie expliquer que leur ami n'était pas en bon état. Et la D'accord. gendarmerie effectue à ce moment-là une enquête, voilà. Vous Et l'avez donc, rencontré. Vous l'avez ah oui, rencontré. j'ai eu cette chance de le rencontrer parce que c'est un homme qui a eu sa vie bouleversée. D'ailleurs, on le voit très bien dans le film. C'est un homme qui a été presque pourchassé par les médias de l'époque Oui. et ils n'étaient pas aussi puissants qu'aujourd'hui. Alors imaginez la situation aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de le rencontrer, mais malheureusement, il a jamais voulu se confier, alors que je lui avais apporté des rapports de gendarmerie de l'époque. Donc Oui. c'était de ma part un présent d'une grande honnêteté, parce qu'il avait Oui. jamais eu de retour. Et malheureusement, il n'a pas voulu parler. Bon, on va parler des incidents secondaires par la suite. Autre cas, Cussac, là, vous n'y êtes pas allé, c'est Plateau des Mille Vaches, et il y avait que des enfants, c'est ça? Voilà. Alors le cas de Cussac est aussi un cas assez exceptionnel. On a fait une enquête a posteriori. Là, c'est pas la gendarmerie qui nous avait envoyé donc le rapport, mais c'était suite à une demande du conseil scientifique du GEPAN d'examiner les cas anciens. Et là, nous avons retrouvé les témoins qui d'ailleurs ne voulaient pas s'adresser à des personnes pour pouvoir réexaminer leur affaire. Mais auprès de nous, nous avions un juge d'instruction qui a servi en fait de moyen de Le communication rassurer. pour le rassurer parce que l'un des témoins était devenu avocat. D'accord. Et ça a donc permis de faire une liaison avec lui et on a fait une reconstitution. Et ce qui apparaît tout à fait étonnant dans cette affaire, c'est que la reconstitution a permis de voir, près de 20 ans après, que la mémoire des faits était encore très présente parmi les témoins, puisque les deux témoins, interrogés séparément, ont localisé au mètre près l'endroit où ils avaient observé en fait cette étrange sphère, et puis également ont reconnu par des flacons qui contenaient des produits l'odeur caractéristique qui avait été dégagée par par l'objet. Et donc, en deux phrases, l'objet, c'était une sphère, un cylindre, c'était quoi? Alors, c'était une sphère qui a été observée par les témoins après que leur chien Médor est aboyé. Donc, ils ont franchi un petit muret et ils se sont aperçus que là, il y avait une sphère qui était en fait assez claire, métallique et Oui. qui reflétait le soleil. Mais la particularité, c'est qu'il y avait des petits personnages autour. Et ces petits personnages sont remontés par lévitation dans la sphère. La sphère a fait du bruit, elle est partie un petit peu en zigzag, et ils en avaient oublié un, figurez-vous. Et donc ce petit personnage, il est remonté ensuite par le même bois, mais par le dessus de la sphère, en lévitation. Et l'objet a disparu en faisant un bruit assez conséquent, et après ils l'ont perdu. C'était, Ils se sont précipités chez eux, ils y étaient en pleurs, et quand leur père les a récupérés, il s'est demandé vraiment ce qui se passait, et donc c'est à cette occasion que le lendemain, ils ont confié à la gendarmerie leur aventure. et donc, vous les avez rencontrés, c'était des enfants, vous les avez rencontrés 20 ans après, c'était déjà des adultes.
C'était des adultes et des adultes qui avaient parfaitement en mémoire ce qui leur était arrivé, mais ils ne voulaient pas se confier autrement qu'à des gens comme nous, puisque Bien nous étions sûr. quand même des gens qui leur garantissions un certain anonymat, parce que le problème, c'est que les gens qui veulent à tout prix savoir qu'est-ce que c'est que ces affaires, vont souvent voir les témoins et perturbent leur vie personnelle. Oui. Alors, on va revenir à Roswell, parce que Roswell, ce qui est extraordinaire, c'est la force des témoins crédibles, des Absolument. aviateurs, des militaires, des notables. Et 95% des témoins sont des militaires.